J'arrive à Ottawa, je me loue une chambre, je me présente à l'université, au musée, grand bâtiment majestueux, un monument à la stabilité de l'Empire britannique, si je peux m'exprimer ainsi. Je me trouve donc une chambre, je m'installe dedans. Le lendemain, je reviens au musée, dans le bureau qu'on m'a alloué, et je trouve un jeune homme là-bas, installé dans mon bureau. Qu'est-ce que c'est que ça? Il s'agit de Claude Desgoffes, français pied noir d'Algérie, fanatique de l'Arctique, qui vient d'arriver de Copenhague. Il a beaucoup fouillé au Groenland. Il connaissait tous les grands Danois comme Terkel Mathiasen, Holtved et les autres. Et le voilà arrivé au Canada avec une bourse américaine. On est restés copains. Mais je dois d'abord vous raconter les affaires du musée. Le directeur du musée, Dr. Alcock, Canadien-anglais très rigide, marchait comme ça. Il avait la main droite gelée, marchait comme ça. Il s'intéressait, mais pas beaucoup. Il était âgé, il n'était pas jeune. Il protégeait les jeunes, il essayait de les aider. Mais comme jeune, il y avait juste Claude Desgoffes et moi. Claude Desgoffes n'avait rien à voir avec le musée, excepté un abri, mais son projet de recherche ne dépendait pas du musée, dépendait des Danois. Claude Desgoffes était un esquimologue fanatique. Il souffrait d'une maladie particulière. Dès qu'il faisait chaud, comme il devait faire chaud l'été en Algérie, il respirait avec difficulté. Il ne pouvait pas respirer librement. Et il était obligé de se chercher un endroit plus froid. Et comme ça qu'il a été poussé par la maladie jusqu'aux régions arctiques, avec ses fouilles au Groenland et là maintenant le Canada. C'est le roi Gourand qui lui avait conseillé d'aller aux îles Belcher, qu'il n'y avait rien d'écrit sur les îles Belcher, et ce serait très bien pour lui, pour la profession, de voir de la littérature sur les îles Belcher. Il y est allé. À son retour, il a rédigé un texte, je crois que c'est ce texte qui a été publié. Moi, j'étais présent là quand il a travaillé sur son texte, dans notre chambre.
en- moi, avec le folklore canadien-français, je ne connaissais rien. Jamais, j'aimais énormément les textes. J'aimais énormément les textes. Je me disais, quel bonheur de pouvoir quitter Chopsy et venir lire et travailler sur des textes poétiques de ce genre-là. C'est de la haute poésie. Lisez les choses de la Coursière sur les chansons canadiennes françaises. C'est de la haute poésie, c'est quelque chose. Je lisais, je changeais les incipites, je travaillais dans la joie. Il fallait quelque chose avec les cylindres en cire. On pouvait les écouter une fois, peut-être deux fois. Après ça, ils étaient usés, on n'entendait plus rien. Il fallait absolument transférer l'enregistrement sur porteur électronique. À l'époque, c'était le disque, le grand disque noir. J'ai trouvé un ingénieur hongrois, immigrant lui aussi, fanatique de ces affaires-là, qui m'a construit un appareil pour le transfert par voie électronique du cylindre en cire sur un disque, enregistrement sur un disque. On a fait quelques efforts et après ça, on a abandonné. La raison était que Radio-Canada et d'autres institutions comme l'ONF avaient déjà fait des enregistrements de chansons canadiennes françaises de qualité. Il y avait la fameuse La Bolduc. La Bolduc, il était tout enregistré, celle-là. On avait enregistré tout son répertoire. Magnifique, magnifique. C'est de la haute poésie. Et on n'a pas pu, moi, je n'avais pas les connaissances techniques en électronique qu'il fallait pour pouvoir faire quelque chose. Et je n'étais pas businessman. J'étais entouré d'autres enthousiastes comme moi, mais avec encore moins de connaissances que moi. Alors, on n'arrivait pas à faire une percée, parce que les enregistrements qu'on faisait étaient mauvaise qualité. Évidemment, les rouleaux de cire, à partir de rouleaux de cire, on ne peut pas faire énormément. Moi, j'étais content dans mon bureau. J'avais placé devant ma table de travail une magnifique couverture Chilcat. Je ne sais pas si vous connaissez les couvertures Chilcat. Oh, de la côte ouest. Oh, c'est merveille. Aujourd'hui, ça vaut des fortunes. On les trouve seulement à la Smithsonian, au musée américain d'histoire naturelle, à New York.
C'est des pièces de toute beauté, toute beauté. J'avais placé une couverture Chilcat devant ma table de travail. Et il y avait un gros paquet très lourd, très très lourd, comme ça, très bien ficelé, adressé au musée, qui était par terre, il traînait par terre, qu'il était lourd. Moi, je l'avais pris pour poser mes pieds dessus. Et un jour, je me suis dit, ben, je vais ouvrir pour voir ce que c'est. Et qu'est-ce que c'était? C'était tout des cuivres de la côte ouest. C'est des... On appelle ça des shields, c'est des plaques comme ça, en cuivre, gravées par les Indiens dans le style des couvertures Chilcat. C'est des merveilles, des merveilles. De très haute qualité, ils étaient confisqués par la police montée parce que le Canada avait interdit les potlatches à un certain moment et envoyait la police pour confisquer les instruments du potlatch, dont notamment les copper shields, on les appelait. Un shield, c'est un bouclier, un bouclier, c'est ça, bouclier de cuivre. Il n'avait pas de gens. Barbeau ne voulait rien entendre. Il avait son bureau, il y avait tout ce qu'il fallait dedans. Il venait l'après-midi parce que lui, il travaillait la nuit. Il travaillait la nuit sur son lit, rédigeait ses textes, innombrables. Il avait publié à date une centaine de volumes et près de 900 articles. Il était graphomane. Il ne pouvait pas arrêter d'écrire. Alors, lui, il ne s'intéressait pas aux affaires du musée. Il n'était pas actif du tout. Il y avait Jenness pour l'ensemble du Canada. C'était le grand monsieur, plutôt petit, mais enfin très petit. Moi, j'avais rédigé sa biobibliographie. C'est la première essai de rédaction que j'ai fait au musée. Jenness, c'était quelqu'un. C'était le premier et le dernier Canadien qui avait été nommé président de American Anthropological Association. Parce que l'anthropologie, à ce moment-là, au Canada, il y en avait très peu. Il avait le fameux McIlwraith, dont on se moquait à Toronto. Il y avait un département d'anthropologie académique, c'était à Toronto, avec McIlwraith dedans. Je saute beaucoup d'un sujet à l'autre et il faut que j'aille plus lentement. Mais moi, j'étais venu au Canada pour les Indiens et les Esquimaux. Les Esquimaux, je ne connaissais pas grand-chose. Mais pour les Indiens, oui, on avait vu des Indiens à cheval, avec les chapeaux de plumes. Ils chassaient le bison. On avait vu les films, les livres. Et moi, j'étais venu pour ça. Je me suis dit, c'est l'occasion inespérée
de voir. Et je me dis, je ne peux pas rester comme ça au musée sans rien faire, avec mes pieds posés sur les cuivres, quoiqu'autre. Je vais prendre une voiture du musée, on en avait plusieurs, et je vais aller chercher les Indiens en forêt. J'ai pris une vieille Chevrolet. Et je me dirige où ça? Dans la région du lac Nipigon, ouest de l'Ontario, où j'avais entendu dire que le fameux Midewiwin, la cérémonie chamanique des Indiens Ojibwa était toujours performée. Et j'avais obtenu à cet effet, j'avais vu 2 cahiers d'écoliers, absolument cahiers d'écoliers, avec des textes écrits par un écolier avancé ou le professeur de la région Ojibwa sur le Midewiwin tel que pratiqué aujourd'hui. J'ai perdu ces 2 petits cahiers, je regrette énormément. Alors, je me dis, je vais aller par là, vers le lac Nipigon. Et je m'embarque. Je pars. Je cherche des Indiens. Mais j'en trouve pas. Pas d'Indiens, pas de plumes, pas de lac, pas d'arc et de flèches, pas de bison. Qu'est-ce que je fais? Pour finir, j'ai trouvé un Indien qui louait des canots aux gens qui venaient en vacances là-bas. Pour ceux, aux familles, il louait. Alors, je commençais à lui parler. Midewiwin, il dit non, fini Midewiwin ici, protestant, anglican. Je me suis promené plusieurs journées dans la région en cherchant des Indiens, et à part ce agent de tourisme, j'ai rien trouvé d'autre. Le Canada avait changé depuis l'époque des coureurs de bois. Je m'attendais à trouver les coureurs de bois dans la forêt, mais il n'y en avait plus, c'était fini. Alors, je rentre. Je suis rentré au musée, de retour, et j'ai continué mon travail de classification sur les... À propos, ce travail de classification sur les chansons, je l'ai obtenu parce que j'avais le diplôme en bibliothéconomie. La bibliothéconomie, c'est l'art et la science de classer.